Donc, tout d'abord, c'est l'ouverture officielle de l'exposition Seuil de Jannick Deslauriers dans la grande salle du musée. C'est une exposition qui est issue d'un partenariat avec le Musée d'art de Joliette. Donc, pour vous parler un peu de Jannick, je vous dirais, je te l'ai dit ce matin, Jannick, mais pour moi, tu es une artiste d'une très, très grande générosité. Parce que ton art il est généreux. Tu nous offres des indices, des détails, des éléments qu'on ne peut jamais tous voir en une seule visite. Donc, tenez-vous là pour dire, il va falloir que vous reveniez. Vous n'avez pas tout vu, je vous le promets. Vous compterez le nombre de roues, puis vous nous direz après le nombre de roues qu'il y a dans l'exposition. Il y a beaucoup de chercher trop ici. Donc, c'est une artiste qui fait les choses, elle les confectionne. Elle fait elle-même ses chaînes, ses treillis, ses roues en cire. Bonjour Anne. Et où Anne? Ah, bonjour Anne. Elle a fait beaucoup de roues en cire, Anne, dernièrement. Elle fait elle-même ses incubateurs, ses propres échafaudages, les matelas tivières. Elle fait tout. Donc, tout ce que vous voyez dans l'exposition ici, c'est passé par ses mains à elle. Elle travaille le métal, le coupe, le soude, le recoupe, lui ajoute du vinaigre, de la cire. Elle coud du silicone, elle invente des fleurs en plastique et fabrique des chaises volantes. Tu fais tout ça, Jannick. C'est vraiment incroyable de voir tous ces éléments prendre vie au fur et à mesure. On y a eu droit pendant 2 semaines où est-ce qu'on t'a vu vraiment créer sur place. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à Joliette, il y avait seulement la pièce qui est dans la grande partie de la salle, qui a elle-même beaucoup évolué aussi depuis Joliette. Donc, elle nous a fait toute une nouvelle pièce pour nous ici aujourd'hui. Elle a confectionné une araignée hybride, pelle mécanique, grue, pylône électrique, balançoire sur roue. C'est ce que je te proposerai comme titre. On ne l'a pas encore trouvé, mais c'est ce que je t'offre aujourd'hui comme titre. Donc, tu as fait ça pendant ces 2 semaines-là, de te voir travailler chacun des éléments. On a vraiment vu la rigueur que tu as dans la confection puis dans le travail que tu mets autour de tes œuvres. Je veux vraiment te remercier pour ton dévouement et te remercier de me permettre de réaliser un rêve. Parce que tu ne le sais pas, mais depuis que je suis rentrée ici, il y a 3 ans, que j'avais hâte de voir autre chose dans cette salle-là. J'avais hâte qu'on utilise tout ce volume-là, parce que souvent, on s'en tient au mur avec quelques sculptures sur un socle, tout ça, mais là, on peut vraiment dire que tu utilises la pièce à son plein potentiel, mais ça me fait un très grand bien qu'on soit dans l'installation, avec toutes les complexités qui viennent avec ça, mais vraiment, ça me permet d'avoir la salle autrement, puis je t'en remercie vraiment beaucoup. Cette exposition qu'on ouvre aujourd'hui, c'est une exposition qui dénote du miracle. C'est très important de le dire. Tout d'abord, cette installation a été faite alors que Mercure était en rétrograde. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, vous comprenez qu'il y a eu beaucoup d'embûches. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les astres, je vous dirai seulement que la plupart des pannes de métro à Montréal ont lieu alors que Mercure rétrograde. Ça vous donne une idée. Donc voilà pour cette exposition. C'est vraiment un très grand honneur de pouvoir vous présenter ça en région, d'avoir accès à ce niveau d'intellectualisation, d'installation, de présentation. On est vraiment, vraiment fiers de vous présenter ça. C'est là pour 6 mois, parce que c'était compliqué, fait qu'il fallait quand même en profiter longtemps, puis qu'on n'est pas prêt à y retoucher là, tout de suite. Il faut se laisser un petit temps de tampon. Mais venez, revenez, faites venir les gens, parce que honnêtement, c'est une exposition ici et l'autre aussi qui mérite d'être découverte 1 fois, 2 fois, de voir tous les détails, toutes les couches qui se déploient devant nous. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, on ouvre ça, mais on ouvre aussi une 2e exposition aujourd'hui. Qui est Dessiner le monde depuis ma fenêtre, qui présente le travail de Maude Arsenault, qui est ici avec nous aussi. Ah, Maude, bonjour. JJ Levine, qui était avec nous tantôt. Bonjour. Ainsi que Caroline Monet, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc là, on est au montage de la nouvelle expo au MAC Baie-Saint-Paul, qui est une de tes expos, qui a aussi été exposée à Joliette, c'est ça? Oui, bien, c'est une coproduction entre les 2 musées. Donc, ça a été présenté à Joliette hiver-printemps dernier. Puis là, bien, c'est la 2e itération du projet. Donc, l'exposition Seuil.
Peux-tu nous parler un peu de l'expo? Donc, l'exposition, c'est une reproduction de mon appartement, fait avec du polyéthylène, qui est une matière qui sert d'isolant dans les murs, mais entre autres de contrôler les degrés d'humidité dans les maisons. Donc, j'ai tout reconstruit l'appartement avec cette matière-là. Puis, on circule de pièce en pièce, puis on découvre une variété d'objets qui sont en fait des espèces d'hybrides entre de l'équipement médical, mais aussi on reconnaît des motifs d'ornementation de grillage en fer forgé, puis il y a quelque chose aussi un peu de la machine volante, des ailes. Donc, c'est comme un mélange d'époques et d'objets à l'intérieur. Oui, parce qu'on peut s'imaginer que c'est pas une reproduction exacte là, de Non, ton appartement. non, en fait, non, c'est pas exactement ma maison, mais bon, le lieu, l'architecture, les volumes sont les mêmes. Mais bon, c'est ça. C'est transformé. Là, l'appartement devient une espèce d'enveloppe de plastique dans laquelle on circule puis on découvre ces objets-là qui sont assez mystérieux, qu'on reconnaît en partie, mais pas complètement parce que c'est des fragments de toutes sortes de choses différentes. Donc, c'est un peu l'invitation qui est faite aussi aux gens qui viennent voir l'exposition de peut-être se construire leur propre narratif à partir des choses qu'ils voient. De ce que j'ai pu lire aussi, il y a une place qui est faite un peu à l'angoisse dans cette exposition-là. Peux-tu nous en parler un peu? Ben oui, mais en fait, il y a, disons, quand je travaille, je me fais toujours un lexique d'objets réels, puis desquels je m'inspire pour construire les objets qu'on retrouve dans l'installation. Et donc, quand on parle d'équipements de soins, on parle de structures qui servent à soutenir le corps, qui peuvent être activées par un mouvement humain, par exemple. Et puis là, bien, ce qui est angoissant dans l'installation, c'est qu'il y a quelque chose de l'absence du corps humain. Donc, c'est toutes des structures qui servent à accueillir un corps, à le soutenir, à le soigner, mais qui sont aussi hybrides. Donc, il y a d'autres sortes de structures qu'on reconnaît, mais en même temps, il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de corps sur ces objets-là, donc on cherche un peu c'est quoi leur utilité. Puis comme ils nous rappellent des équipements de soins, bien c'est sûr que c'est ça, il y a une espèce de côté un peu peut-être angoissant, mais pas seulement angoissant, je pense qu'on a aussi un genre d'empathie pour les objets parce que comme on reconnaît leur fonction, tout de suite on va vers le soin, puis le prendre soin de quelqu'un. Donc je pense qu'il y a ça qui est présent dans le travail aussi. Est-ce qu'il y a cette dualité entre le fait que ça soit un appartement, au côté un peu chaleureux, et l'autre aspect assez aseptisé là, des soins? Est-ce qu'on retrouve ça un peu? Bien, oui, puis tu sais, c'est sûr que dans ma réflexion, c'est pas seulement à propos du milieu médical, mais c'est aussi l'appartement qui est devenu une enveloppe de plastique comme ça qui fait penser un peu à un refuge temporaire ou un abri de fortune qu'on se serait construit. Donc, je joue là-dessus aussi sur l'espace intime et l'espace public. Qu'est-ce que ça veut dire d'être abrité par un chez-soi versus peut-être ne pas y avoir accès. Donc, il y a aussi ces questions-là, je pense, qui nous viennent en tête quand on circule en installation.
Mhm. Quel rôle jouent les matériaux dans cette exposition et dans ta pratique plus largement? Bien, ils sont assez importants. Je pense que ce qui est assez central dans ma pratique, c'est l'idée de la transparence, parce que j'évoque souvent l'idée de l'absence ou une présence, mais qui n'est pas complète, ou quelque chose qu'on doit deviner, qui est juste partiel. Donc, des matériaux translucides, c'est assez important dans mon travail. Pour ce projet-ci, parce que j'ai longtemps travaillé seulement les textiles, mais là, je me suis mise à exploiter le plastique, le silicone, la cire d'abeille. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'acier parce que les structures sont faites en acier puis sont soudées. Donc, il y a tout un mélange quand même de matériaux qui participe aussi beaucoup à l'étrangeté du lieu parce qu'on ne s'attendrait pas à voir du plastique cousu, on ne s'attendrait pas. Il y a des objets, on sent que c'est fabriqué, mais on n'arrive pas tout à fait à identifier la matière. C'est un peu luisant, c'est un peu gluant, c'est un peu... Donc, il y a quelque chose aussi de l'organique dans ces matières-là c'est vraiment important parce que c'est ça qui crée l'espèce d'impression d'étrangeté quand on circule dans l'espace. Mm-hmm. C'est vraiment la notion d'étrange un peu qui ressort ici. Oui, oui. On est encore en train de monter l'exposition. Le grand vernissage, c'est samedi. Samedi, oui. À quoi on peut s'attendre, là, les visiteurs qui vont venir voir cette expo? Bien, je pense qu'il y a aussi une espèce d'émerveillement, parce qu'il y a un côté un peu magique, un peu aérien, tout est un peu en flottement dans l'espace. C'est des structures imaginaires aussi, donc je pense qu'il y a... C'est ça, les gens, en général, se laissent assez porter par l'imaginaire qui est présenté sur place, puis c'est quand même... déambulatoire comme projet. Donc, il faut prendre le temps de circuler, de regarder les détails, d'un peu passer un temps avec chacun des objets pour un peu essayer de reconstituer l'histoire qui est racontée dans l'espace d'exposition. Oui, un peu se promener dans votre appartement et votre imaginaire à la fois. Oui, c'est ça. La charge de travail par rapport à une exposition comme ça, c'est que ça ressemble à quoi? Bien, au niveau de l'installation, ça a été un 10 jours. Parce que c'est sûr qu'à chaque fois qu'on change de lieu, à Joliette, il y avait une certaine configuration au musée de Joliette, parce que la salle était plus petite. Et puis ici, bien là, c'est une nouvelle configuration parce que la salle est beaucoup plus grande, le plafond est beaucoup plus haut. Donc, on a dû adapter quand même beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que du travail d'installation, ça implique de passer du temps sur place puis de vraiment adapter le projet au lieu pour vraiment que ce soit optimal aussi comme expérience pour les visiteurs. Puis aussi, à Baie-Saint-Paul, il y a une nouvelle pièce complètement parce qu'il y a 2 salles. Donc, ça a été peut-être plus de travail qu'un montage normal parce que là, c'est aussi, vu l'ampleur des pièces, quand c'est la première fois que je les installe, bien, il faut que je m'assure, que je me prévoie assez de temps si jamais ça ne donne pas tout à fait ce que je veux ou si je dois réajuster des choses. Mais c'est ça, c'est un 10 jours de travail. Mm-hmm. Puis là, vous ne travaillez pas seul là-dessus, j'imagine? Vous pouvez compter sur des bénévoles et tout ça? Bien, il y a l'équipe du musée, puis il y a une personne avec moi qui travaille à l'atelier. Donc, ça prend une petite équipe. Okay. Jannick Deslauriers, merci beaucoup. Merci à vous.
Et puis, c'est une exposition de la commissaire Julia Caron-Guillemette. Donc, Julia, je t'inviterai à venir prendre la parole. Merci d'être présente avec nous pour célébrer le lancement de ces 2 nouvelles expositions. L'espace domestique, c'est un lieu bien particulier qui, tout en se situant au sein de l'espace public, s'en détache. Chez soi, les normes sociales peuvent être mises de côté. On peut établir de nouvelles manières de faire, une nouvelle manière d'être. C'est ces thèmes que j'ai souhaité approfondir à travers l'expo qu'on dévoile aujourd'hui. Comment l'espace domestique peut-il être le lieu de développement de soi, de son agentivité, un lieu d'émancipation? Si pour certains, la maison est signe de liberté, de sécurité, mes recherches m'ont cependant évidemment prouvé qu'elle est encore inévitablement le symbole de soumission, d'asservissement, voire de danger et de violence pour d'autres. Les conditions de vie et l'état de notre espace domestique y jouent aussi pour beaucoup. Après tout, c'est à la maison que se forment les premières manières d'être et de voir le monde. C'est donc aussi un lieu des possibles, un pivot où on peut changer les choses. En ce sens, dessiner le monde depuis ma fenêtre, c'est une invitation à rêver, à imaginer, puis à cultiver cet extérieur qu'on habite tout autant que nos intérieurs. La réflexion dont vous voyez le fruit aujourd'hui, c'est juste une pierre dans l'édifice qui est construit par celles et ceux qui m'ont précédé. Je tiens donc aujourd'hui à reconnaître celles et ceux qui ont façonné ma façon d'entrevoir cette exposition. Je pense entre autres évidemment à Virginia Woolf, à Mona Chollet, Gaston Bachelard, Alain Botton, Léane Bessatamo-Saké-Simpson, Bell Hooks et Eunice Bélidor. Aussi, comme toujours, un projet comme celui-ci, c'est le résultat d'une quantité faramineuse de travail invisible, comme plusieurs le savent déjà. Et donc, en ce sens, je tiens moi aussi à remercier l'équipe du musée. Puis, moi, j'aime ça nommer les gens, donc attachez vos tucs. Donc, je remercie Sandra Lavoie, Caroline Simard, Richard Ferland, Sébastien Lafleur, Marie-Christine Mathieu, Louis-Philippe Tremblay, Mélissa Lebeau, Imane Landry, Berthier Lessard, Catherine Sasseville, ainsi que celles et ceux indispensables qui prennent le relais maintenant que ce projet est mis au monde. Sophia Sailly, Jocelyne Savard et Mireille Martin. Un merci tout particulier à Gabrielle Bouchard. Je suis infiniment reconnaissante pour ton invitation, pour ton soutien puis pour tes conseils tout au long de ce projet-là. Finalement, mais non les moindres, ce sont les œuvres qui sont le cœur de cette exposition, celles qui susciteront les émotions, les réflexions et les discussions. Merci aux artistes pour les partages, les discussions et merci pour votre travail tellement inspirant. Je suis avec Gigi Levesque. Bonjour. Bonjour. Alors, tu exposes ici des photos. Oui. Parle-moi un peu de... C'est quoi ton inspiration pour tes photos? Je prends des photos de mes amis, ma famille, la communauté queer, comme ma famille élargie LGBTQ et nos enfants. OK. Et le concept dans ça, c'est quoi? Pour moi, c'est de créer des images, des œuvres, des personnes qui sont super importantes dans ma vie. Okay. Donc, c'est un peu ma façon de valoriser mes amis et ma communauté. Puis il n'y a pas un contexte particulier, c'est tout simplement dans l'état où ils sont en ce moment, dans le fond. Mais les portraits sont normalement faits dans leur maison. OK. Mais ce ne sont pas des photos que je prends avec mon iPhone, c'est des portraits. Je prends comme... Ça me prend peut-être 5, 6, des fois 7 heures pour prendre une photo. Okay. Donc, c'est tout argentique. J'éclaire avec de l'éclairage professionnel, des strobes comme des flashs. Puis, j'utilise des pellicules. Donc, c'est des vrais portraits que je fais de mes amis, puis l'environnement, même c'est leur environnement, c'est complètement construit. Donc, c'est comme une mise en scène que je créais avec leurs objets dans leur espace, mais c'est quand même comme très intentionnel.
ce que je vous montre, c'est ce qu'on veut vous montrer. C'est pas juste n'importe quoi dans leur maison. C'est comme un tout petit mise en scène, comme vraiment intentionnel. Est-ce que ça arrive que, bon, tu prends ta photo, tu regardes et tu dis, je suis pas sûr que c'est ça. Absolument. Ouais. C'est rare, mais ça arrive. Puis dans ces cas, j'utilise pas. Mais normalement, il y a beaucoup de temps et de pensée qui rentrent dans le processus. C'est très, très planifié avant. Donc, normalement, avec assez de temps et de soins, j'ai eu quelque chose que j'aime. Mais normalement, pour une photo, je prends peut-être juste 10 exposures. Donc, j'ai un rouleau de film avec 10 exposures, puis je choisis une. Donc, après, comme peut-être des semaines de travail ou des heures de travail, c'est juste comme une seule photo que j'ai besoin, puis c'est ça. Le plus grand défi pour toi, quand tu prends ces photos-là, c'est quoi? Mais ça a changé beaucoup depuis que j'ai commencé mon projet. Ce projet-ci, j'ai commencé il y a 19 ans. OK. Donc, c'est sûr que les personnes que je photographe, mes amis, sont beaucoup plus à l'aise maintenant que quand j'ai commencé il y a 19 ans. Alors, comme la façon que je travaille avec mes sujets, ça a évolué beaucoup depuis le début du projet. Mais comme challenge, je trouve il y a toujours des enjeux techniques, surtout quand on utilise le pellicule, quand on imprime sur le papier photo, il y a toujours des enjeux techniques. Alors, c'est jamais du numérique que tu fais, c'est tout le temps... Jamais numérique. Dans l'ancienne. Même mon projet de vidéo, c'est film, c'est pellicule. Okay. Donc, cela, c'est 16 mm. Puis, c'était un appareil que j'ai pas utilisé avant, comme pour le vidéo qui est dans l'expo. Donc, j'avais comme beaucoup de trial and error. Puis, avec les pellicules, c'est toujours un investissement énorme, pas juste dans le temps, mais aussi financièrement. Ouais. Donc, je veux pas comme gaspiller de la film. Donc, c'est comme quand on travaille numériquement, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas grave. Tu as comme 10 000 autres choix. Mais avec la pellicule, c'est comme Faut pas si le ça marche gaspiller. pas, ça marche pas. On ne veut pas le gaspiller non plus. Exact. Ouais. C'est quoi les commentaires que tu reçois de ton travail? Mais ça dépend du contexte. Mais en général, j'ai reçu beaucoup de bons commentaires. Ouais. Merci, Gigi. Ça fait plaisir. Merci pour la question. Bon, Darsono, bonjour. Bonjour. On est ici au vernissage au Musée d'art contemporain. Alors, parlons de tes œuvres. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Ben, en fait, aujourd'hui, on est sur un projet qui s'intéresse à la relation qu'on a avec le domestique, l'espace domestique. Moi, dans ma pratique, c'est quelque chose qui fait beaucoup partie des thématiques qui m'intéressent. Au départ, je m'intéresse surtout à l'espace de la maison, à l'espace de la famille et l'espace des femmes dans cet espace qui peut être un espace parfois
d'oppression, de violence et comment, par exemple, réfléchir à cet espace-là afin de peut-être reconstruire notre manière de s'y retrouver en sécurité. Alors, je présente plusieurs œuvres, cinq pièces en particulier. Une qui s'appelle Chambre à soie, qui est une espèce de sculpture textile où je réfléchis à comment l'espace de la chambre, par exemple, est un lieu où on peut se replier sur soi, où on peut se protéger. C'est-à-dire que le textile fait beaucoup a beaucoup cette fonction-là dans mon travail sur comment on crée des espaces de protection. Un peu comme un cocon. Un cocon, exactement. Après, il y a une autre œuvre qui s'appelle Fée et Dragon, où là, je réfléchis à notre héritage, c'est-à-dire qu'on transmet beaucoup à travers la littérature, la culture populaire, un idéal, disons, fantasmé de la féminité, de la vie de famille, de la vie amoureuse. Donc, j'ai un peu ce désir de déconstruire cet héritage-là pour vraiment offrir une vision davantage réaliste de la réalité de l'espace de la maison, ou en tout cas de l'espace de la maternité ou l'espace du couple, comme un lieu où on n'est pas dans un conte de fées, où on est souvent dans des relations de pouvoir, des relations qui sont compliquées, qui peuvent être aussi des relations d'oppression et de violence. Ce qui m'amène à cette œuvre-là qui s'appelle Little Wife Beaters. En fait, c'est le nom qu'on donne à ce vêtement-là aux États-Unis. Ici, on appelle ça une camisole. En France, on appelle ça un marcel. Aux États-Unis, on appelle ça un wife beaters. Il y a toute une histoire pour ça. Mais moi, ce qui m'a inspiré, en fait, c'est de référer à la notion de sémiologie, en fait, la sémantique du mot wife beater. Pour moi, c'était impensable qu'on puisse appeler un vêtement comme ça, qu'on met surtout aux petits garçons. Donc, j'ai créé une sculpture qui est inspirée d'un mobile pour enfants, où il y a 25 petites camisoles d'enfants de 4 ans. Et donc, ça réfère à peu près la moyenne de féminicide qu'il y a par année au Québec, qui est à peu près 25 femmes qui sont tuées par leur conjoint ou en tout cas un membre de leur famille chaque année. Et c'était aussi il y a les noms de 25 garçons brodés sur chacune des petites camisoles. Et en 2021, c'était les 25 noms les plus populaires. Donc, c'est une œuvre qui parle de grande violence. Ça parle aussi des cercles de transmission, de la manière dont la violence est perpétrée de génération en génération et à comment, en fin de compte, à chaque année, il y a 25 petits garçons qui naissent qui seront des futurs tueurs de femmes dans leur vie. Alors, c'est une œuvre qui a une portée assez difficile, mais qui réfère un peu à l'innocence de l'enfance et comment cette enfance-là, comment on est construit aussi par notre société d'une manière à reproduire des formes de violence. Et sinon, il y a deux autres œuvres là, qui sont liées à comment justement les espaces sont des lieux genrés, des lieux de construction, de symboles ou de carcans qui nous perpétuent des situations d'oppression. Et puis, enfin, une œuvre un peu plus optimiste qui s'appelle Le Pivot. C'est un moment où elle prend la parole et reprend le contrôle. Donc, cette idée de libérer la parole et de faire place à davantage de transparence et de communication dans nos manières de réfléchir au genre, à la position des femmes et des hommes et de notre relation genrée aux relations de pouvoir dans l'espace domestique. Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir tel tissu plutôt qu'un autre pour tes créations? Bien, c'est beaucoup des objets qui ont des références très, très claires. Ici, c'était le mot qui m'a amené à travailler avec cet objet-là. Dans le cas de Chambre à soie, c'est un vieil édredon, un vieux couvre-lit qui, pour moi, référait à l'idée de la chambre, mais aussi à un corps. Ça ressemble un peu à de la peau. Ensuite, je travaille beaucoup avec des matériaux textiles, donc la soie, le coton, la tulle, donc qui représente vraiment, si on veut, la notion de sublimation du féminin, donc la robe de princesse, tout ça. Donc, je travaille avec des matériaux qui réfèrent au sujet qui m'intéresse. Qui te donne un sens. Oui, c'est ça. Ouais. Quels sont les commentaires de tout ça?
En général, les gens sont... en fait, moi, j'aime penser à mon travail comme une articulation de la force de la douceur. Donc, c'est une manière de résister et de dénoncer des choses difficiles par la douceur. Donc, mon travail, à première vue, est souvent un peu dans... Comme les gens ont souvent une relation de séduction avec ce travail-là, parce qu'on est attiré par le rose, par les textiles, par la tulle, par la douceur, souvent, du travail. Et puis après, ça nous amène à réfléchir à quelque chose de plus difficile. Donc, souvent, les gens sont étonnés, sont surpris, des fois, ils sont choqués. Par cette œuvre-là, par exemple, peut être assez choquante. Donc, c'est important d'aviser les gens d'avance qu'il y a comme un sujet un peu sensible. Sinon, ben, c'est ça, je travaille de manière multidisciplinaire, donc j'essaie de vraiment choisir les matériaux puis les manières de faire les choses ou de dire les choses selon le propos que j'ai à transmettre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'être là. Prenez le temps de parler, allez voir les artistes, allez voir les commissaires. On est là pour ça. Puis, ben, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Profitez-en bien. Merci.